Culturellement Vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. C'est bon, j'ai un nouvel identifiant Twitch. Ah bah nickel. Bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Vôtre, l'émission qui parle de culture en direct tous les mercredis et qui en parle avec vous. Et je suis pas tout seul pour parler culture aujourd'hui, j'ai ma petite équipe avec moi. On a aucun ancien sur cette émission. On a nos petits nouveaux de cette saison avec Maxime, bonjour. Salut. Maxime qui a un nouvel identifiant Twitch du coup. Oui, voilà. C'est Maximum avec 2 M. Maximum avec 2 M. Incroyable. Et ben c'est parfait. Maintenant, tâche de te souvenir de ton mot de passe. Bah, je l'ai Pour- tout. Mais Voilà, pour vraiment, pouvoir tout revenir. est nazi du mot de passe et c'est très chiant. Ah bah c'est un peu compliqué, oui, quand on oublie le mot de passe, pouvoir le retrouver. Et on n'est pas tous les deux pour cette émission. On a aussi Amélie La plus qui belle. est là. Salut tout le monde. Bonjour à toi. Ça va, pas trop stressé? Non, ça va, maintenant je gère un peu plus la technique, donc c'est parfait. Voilà. Je fais Ah bah les c'est deux. parfait. Peut-être parle un peu plus près du micro parce que sinon on va pas beaucoup t'entendre, je pense. Oui, parce que j'ai une petite voix. Exactement. Voilà. Donc, quand on a une petite voix, il faut parler plus près du micro, ouais, parce que... Voilà, c'est la technique. Bonjour, ah bah bonjour dans le chat, oui c'est Maximum qui dit bonjour dans le chat. Bonjour Oui. à tout le monde aussi dans le chat, toutes les personnes qui vont passer sur cette émission. N'hésitez pas à venir jouer avec nous, on a pas mal de jeux prévus pour cette émission. On n'était pas là la semaine dernière, c'est notre petite semaine de vacances. On sera pas là la semaine prochaine non plus, on aura encore une semaine de pause pour des soucis de calendrier, typiquement. Mais on continue d'être là sur Colibri TV, notamment avec les autres émissions aussi, hein, le lundi avec le Quick Quiz et le jeudi avec du clap au clic. Et là, j'ai tout dit et sans bafouiller, c'est génial. Je vous propose Comment qu'on ça, on n'est lance... pas là la semaine prochaine? On n'est pas là la semaine prochaine, je suis pris pour du travail, du coup je ne peux pas faire Culturellement Vôtre la semaine prochaine. Ce sont des choses qui arrivent. Félicitations. Oh merci. C'est toujours un plaisir de se dire qu'on va être payé pour travailler. C'est toujours un plaisir de travailler. C'est toujours un plaisir de travailler. Je vous propose qu'on se dirige tranquillement sur le début de cette émission avec la première rubrique de Culturellement Vôtre. Culturellement Vôtre, le Baby Star. Le Baby Star, la petite rubrique de début de l'émission qui met à l'honneur une star du jour. Quelqu'un qui est né un 23 février, je n'avais plus la date en tête, un 23 février. L'objectif est de trouver quelle célébrité est née un 23 février, laquelle je vous fais deviner à l'aide de questions. Bonjour Monsieur Vava, bienvenue sur ce live. Ça nous fait plaisir que tu Salut. sois là. Tu peux jouer avec nous, on est avec le Baby Star, on cherche une personnalité qui est née un 23 février. Enfin, il dit on cherche, mais lui il cherche pas parce que il le sait. Et la réponse surtout que, bon, heureusement que je triche pas, parce que je peux regarder quand même. Oui, mais tu ne regardes pas, tu ne triches pas. Tricher, c'est pas bon pour les affaires. Bah, ça dépend de qui, hein. Ah non, non, on ne triche pas sur cette émission, ça a été... Ah mon dieu, mais vous êtes dans la même pièce en fait. Par un Bah huissier. oui. Oui, regarde, si je mets ma main là, elle apparaît de l'autre côté, c'est rigolo, hein. C'est incroyable. Eh oui. La technologie de nos jours, c'est quand même assez fou. Moi ça m'épate. Bon Du alors coup, le 23 février, est-ce que 23 c'est... février 1954 pour l'année. Ah 54, bah, tu vois j'allais te demander. Je sais Est-ce pas que quel c'est un âge comédien? Ce n'est pas un comédien, Bah déjà est-ce que c'est un garçon ou une fille? c'est un garçon. Un chanteur. Un chanteur, entre autres, oui. Ok. Monsieur Vava Chanteur. dit Jules Verne. Jules Verne, non, Jules Verne n'est pas né en 1954. Ah. Ou alors peut-être un homonyme. On ne sait pas, mais en tout cas, ce n'est pas Jules Verne. Une personne née... Donc un chanteur, entre autres, ça veut dire qu'il fait d'autres trucs. Oui, Ah puis oui, non, accessoirement, Jules Verne n'était pas un chanteur. Même En plus. si il paraît que sous la douche, vraiment, il était super fort, quoi. Non, non, c'est pas 1854, hein, c'est bien 1954. 68 ans aujourd'hui. Donc je répète ma question, Oui. du coup ça veut dire qu'il a d'autres métiers.
Exactement. Ok, donc est-ce qu'il est écrivain? Écrivain, non. Donc il est chanteur mais pas comédien. Est-ce qu'il est auteur, parolier de chansons? Auteur, compositeur, oui. Mhm. Est-ce qu'il est interprète aussi? Interprète également, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il joue d'un instrument de musique? Ah oui, il joue d'un instrument de musique, oui. Est-ce que c'est Benjamin Biolay? Et non, pas Benjamin Biolay. Pas Goldman non plus, nous dit Vava hein, dans le chat. Alors C'est il pas joue quoi Goldman. comme instrument? Est-ce qu'il joue du piano? C'est pas son instrument de prédilection. Est-ce qu'il joue du piano debout? Après, peut-être qu'en soirée avec ses potes, ça lui arrive de jouer un peu de piano. La guitare? Guitare, oui, principalement quand même. Hein. On Est-ce est que sur de la c'est guitare. Obispo? Non, c'est pas Obispo. Est-ce que c'est comment il s'appelle là, Florent Pagny? Non, c'est pas Flo-Flo. Bah non mais je suis bête, Louis il joue pas de Bertignac. guitare en plus. De quoi? Louis Bertignac. Exactement. Oh. Oh trop bien! GG! Louis Bertignac, né Louis Laurent Bertignac, le 23 février 1954. Et du coup, c'est notre star du jour. C'est notre baby star du jour. En fait, Et quand ben t'as j'ai eu dit la chance de le Obispo- voir à Clermont, Oh, cool. à la Copé. Donc en plus on était vraiment Très en belle salle. petit comité et il était super sympa. Hmm. Vraiment bon gars quoi. Bah, quand t'as dit Obispo, ça m'a fait penser à The Voice. Et il me semble qu'il était jury dedans, en fait. Dans The Voice Kids, non? Si, ou la Pour les première kids, saison. ouais. Ouais, il me semble. Ouais, pour les kids. Non, mais c'est pas la meilleure chose qu'il ait fait. Hein. Ah non, non, mais c'est comme ça que je m'en suis souvenu, tu vois. Pourquoi Obispo, il a fait The Voice? Non, c'est Pagny. Si, il me semble Non, c'est qu'il Pagny qui fait The l'a Voice, c'est pas Obispo. Ah bah, Pagny je qui fait sais The pas. Voice. Bah, en tout cas, Peut-être, ça m'a The Voice fait penser Kids. à ça quand même, mais il me semble qu'il était lui. Je sais plus. Ah, mais des fois, tu Enfin, sais, quand on a bref. besoin de cacher, enfin, je pense que Obispo et Pagny, ils sont pas, ils sont Bon, plus enfin, au je pense cachet. qu'ils ont pas besoin de cacher. Hein. Je pense qu'ils sont plus au cachet depuis un petit moment, ouais. Non, ils ont besoin de se faire connaître à la limite, mais enfin de se faire reconnaître. Oui. Oui, oui, c'est ça. Du coup, c'était notre baby star du jour. Bravo hein, pour avoir tenté ta chance avec Goldman et Jules Verne, hein, Mister Vava, deux chanteurs de notre époque. On va passer à la rubrique suivante, à la petite reco de l'équipe, où on vous parle un petit peu des choses qu'on vous recommande en ce moment. Culturellement vôtre, la recommandation de l'équipe. Et alors pour cette petite reco, j'avais envie, moi déjà, de vous recommander une plateforme, un festival techniquement, un festival qui s'appelle le Festival Scope. Et le Festival Scope, c'est quoi? C'est un festival qui a lieu sur Internet, qui reprend pratiquement tous les films qui ont été primés au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et qui nous permet de les voir gratuitement sur Internet, de pouvoir revoir ces films-là. Il faut s'inscrire sur le festival, ça reste gratuit mais c'est sur inscription. Et c'est jusqu'au 8 mars, c'est du 19 février au 8 mars. Du coup vous avez jusqu'au 8 mars pour pouvoir revoir des films qui ont gagné des prix au festival du court-métrage de Clermont, qui est quand même le plus gros festival au monde de court-métrage, hein. Faut quand même le rappeler. Et je trouvais que c'était une très bonne initiative, déjà parce que le court-métrage c'est quelque chose qui est à promouvoir. C'est quelque chose qu'on a tendance à un peu trop oublier, alors que même on est dans un monde où on consomme de plus en plus et de plus en plus vite. Le court-métrage c'est idéal pour raconter des histoires et on n'a pas forcément l'habitude d'en voir, sauf quand on est féru des festivals. Du coup là c'est l'occasion de pouvoir y avoir accès gratuitement et hyper facilement. Et c'est une occasion à pas rater. Parce qu'il y a quand même pas mal de courts-métrages qui passent par Clermont, qui sont après dans les sélections pour les Césars, pour les Oscars. C'est pas rien. Et puis les réalisateurs qui passent par là, derrière, ils vont souvent sur du long-métrage aussi. Donc c'est le Festival Scope, je vais vous partager le lien sur la discussion de notre émission. Peut-être laisser le temps à toi par exemple de présenter Et ben, ta si petite vous reco. voulez. Alors, moi en ce moment, je suis en train de lire
ce magnifique livre, plein de couleurs et tout ça, qui vient de l'auteur de Nos étoiles contraires ou Qui es-tu Alaska. Bon, pardonnez-moi, mais je ne suis pas anglaise, donc je vais dire John Green au lieu de... Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça, c'est qu'un jour, en librairie, j'ai voulu commander ce livre, voilà. Et j'ai dit à la dame où je voudrais le livre de John Green, parce que j'arrivais pas à dire le R en anglais. Et elle a compris vraiment Green, donc G-W-E-N, et elle pouvait pas le trouver, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'était drôle. Un beau quiproquo où j'ai dû quand même épeler le nom, quand même. Bon, enfin bref. Donc le livre, c'est Bienvenue dans l'Anthropocène, et en fait cet auteur, durant le confinement, a commencé à écrire, hein, comme beaucoup d'entre nous qui ont commencé à s'intéresser à la culture et tout ça. Et il raconte sa vie, mais aussi l'histoire de nous, de notre terre, de nos envies, de l'émerveillement par exemple. J'en suis à ce moment-là. De la comète Halley, qui est pas très connue pour certains d'entre nous, ou alors encore de Mario Kart ou des grottes de Lascaux, voilà. Et en fait, il va mettre beaucoup de souvenirs de sa vie en mettant en valeur, on va dire, notre patrimoine, ce qu'on devrait apprendre de nous et de comment on réagit face à certaines situations, voilà. Donc c'est très intéressant et j'apprends beaucoup de choses, donc je vous le conseille. Bien. Voilà. Et donc à toi, Maxime. Donc, moi, ma reco du jour, je pense que vous en avez déjà parlé, enfin, je suis sûr que vous en avez déjà parlé dans cette émission. Je suis allé voir, enfin, j'avais peur qu'il passe plus, je suis allé voir le dernier Del Toro au cinéma, Nightmare Alley, qui est merveilleux, mais une merveille, quoi. Faudrait qu'un jour, peut-être ça sera le sujet d'une prochaine chronique, mais parler de qu'est-ce qui fait un bon film. Et pour moi, ce film a vraiment tout d'un très bon film, d'un très grand film. J'aime beaucoup le cinéma de Del Toro. Et je trouve que là, il arrive à accorder toute la machine hollywoodienne qu'il est capable de convoquer avec, par exemple, La Forme de l'eau, qui était vraiment un film avec un haut budget et beaucoup de travail en studio. Il arrive à accorder tout ça avec ses thématiques et sa manière de raconter si particulière et surtout de provoquer des émotions chez nous. Et j'avoue que j'ai dû rester 3 ou 4 minutes dans mon fauteuil sans bouger à la fin du film parce que voilà, l'émotion qui arrive à la fin, elle est incroyable. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment au cinéma devant ce film. Ah, tu vois, moi, ce film, j'avais beaucoup aimé, mais je lui reprochais quand même... Ah oui, c'est vrai que j'ai ma propre caméra. Je l'avais beaucoup aimé, mais je lui reprochais quand même de... En fait, de la coupure qu'il y a à un moment et ce changement de genre cinématographique, hein, pratiquement, et ça m'a un peu déplu, parce que j'étais très, très heureux dans la première partie du film, dans tout cet univers qui était en train de se mettre en place. Et je trouve que la deuxième partie, j'ai eu du mal à raccrocher les wagons tout de suite. Et je me suis dit, c'est dommage, il avait quelque chose d'intéressant et il est parti sur complètement autre chose par la suite, tu vois. Ouais, mais c'est logique. Enfin, pour Oui, moi, il y a une logique, hein. Ça fait partie du récit, et même le fait que tu ressentes ça, que tu te sentes comme ça dépaysé, au contraire, c'est... Je trouve que c'est très bien amené. Évidemment qu'on préfère tous la première partie, mais je pense qu'il y a plein de films comme ça où quand t'as là, le schéma du film, le schéma narratif, il est très simple. Il est classique, hein, c'est exposition, enfin élévation, on va dire, faute, et puis punition, quoi. Et au final, justement, quand t'arrives dans le chapitre de la faute, c'est ça que tu sens, et c'est pour ça que t'aimes moins aussi ce qui se passe. C'est parce que tu sens que ça va partir en sucette. Tu sais que ça va mal se finir. À partir du moment où tu le vois aussi beau et aussi populaire, oui. Ça veut dire qu'il est déjà en train de commettre ce qui va entraîner sa chute. Et ça, c'est vraiment... Voilà. Emma parlait de films un peu longs, effectivement. Elle disait qu'elle aimait bien les films longs. Moi, je l'ai pas trouvé long, en fait. La Forme de l'eau, peut-être, m'avait un peu plus... J'avais peut-être un peu plus senti, parfois, l'esthétisme plus que l'histoire. Mais bon, j'en ai peu de souvenirs, parce que je l'ai pas revu depuis le ciné. Mais là, vraiment, je trouve que ça t'est entraîné du début à la fin, quoi. Puis ce que ça raconte de l'être humain, c'est assez fort, quoi. Moi, c'est un faux film de monstre, en fait. Ouais, mais c'est un vrai film d'humain.
Moi, c'est pareil, au départ, j'accrochais et puis après, j'ai fait un petit somme. Quand je me suis réveillée, j'ai cru que c'était la fin. En fait, non. Le fait que même en m'endormant, je comprenais l'histoire, je me suis dit quand même que c'était un film très très long en fait. Bah, c'est que l'histoire, quelque part, en soi, le film n'a pas une histoire qui est basée sur un retournement de situation ou sur ce genre de choses. Le film est assez classique et assez prévisible aussi. Oui, mais parce qu'on sent le schéma, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas pour autant que ce qu'on nous donne à voir n'est pas intéressant, intriguant, Ah non. symbolique, voilà. Enfin, c'est un film qui aborde des thématiques quand même assez fortes. Bon, c'est des thématiques qui sont courantes chez Del Toro, hein, la folie, la monstruosité, la construction d'un être humain. Mais c'est, enfin ouais, non, pour moi, il n'y a pas d'ennui possible avec ce genre de film. Mais après, effectivement, c'est un film où faut aimer. Faut aimer. C'est pas contemplatif, mais faut aimer Une certaine être lenteur. avec les personnages en fait, sans attendre de rebondissement plus que ça peut-être. C'est vrai que c'est pas un film de rebondissement. Ça, je suis d'accord avec vous. En tout cas, c'est un film qu'il faut aller voir, au cinéma, cinéma. qu'il faut découvrir au cinéma. Ça, c'est important. Par contre. Et avoir son propre avis aussi. Ah bah oui, et venez en parler sur Culturellement Vôtre, tant qu'à faire. Comme ça, la boucle est bouclée, ou à la limite, venez en parler le jeudi soir sur Du Clap-au-Clic, c'est une émission spéciale ciné. Ça reste sur Colibri, voilà, on reste dans la famille, quoi. Je vous propose qu'on parte sur une chronique pour continuer cette émission, et qu'on parte sur la chronique de Mademoiselle Amélire. Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un peuple, le peuple Wudab. Voilà. En fait, en fac, si vous voulez, j'ai un cours qui s'appelle l'ethnocénologie. Et en fait, on apprend à étudier différents peuples avec leur propre culture, que ce soit au niveau de la sociologie, de la politique, de la culture, du chant, de la danse, enfin bref, tout. On voit tout vraiment dans cette matière-là. Et donc, on doit faire un dossier et on a choisi avec une amie de parler, enfin même 2 amies, de parler du peuple Wudab. Donc en fait, ce peuple-là, ils ont une signification, ils ont vraiment leur vie, et ils viennent de toute la bande sahélienne qui traverse l'Afrique, et plus particulièrement, les Wudab, eux, ils viennent du Niger. Voilà. Et donc là, j'ai la carte, voilà. Et donc, en fait, voilà, les Wudab, ils ont un code de conduite. C'est qui met l'accent sur la réserve et la modestie, la patience, le courage, l'attention et la prévoyance et la loyauté. Donc, en fait, ils accordent une grande importance sur la beauté et le charme. Il faut savoir quand même que les parents n'élèvent pas leurs propres enfants, en fait. Quand ils naissent, les premiers-nés seront souvent pris en charge par leurs grands-parents. Voilà, donc c'est comme ça, hein, c'est leur culture. Et aussi, la beauté est très importante pour ce peuple. Donc c'est-à-dire que tous les ans, après les périodes de moisson et de sécheresse, ils ont une fête qui est appelée le Gerewol. Et en fait, les personnes, donc les garçons, les hommes, vont se maquiller de façon très efféminée pour plaire aux femmes, pour que les filles les choisissent en fait, mais il faut qu'ils aient les dents blanches et le blanc des yeux très très blancs, sinon ils sont d'office éliminés. Voilà. Donc en fait, ils se mettent des bâtons dans les roues, certaines personnes vont se jeter du poivre pour que l'autre personne ait les yeux rouges et ne soit pas choisie, etc. Et c'est vraiment intéressant à voir, surtout au niveau des vidéos, quand on les regarde danser, ils ont des chants très, très atypiques aussi. Ils ont souvent des costumes aussi avec beaucoup de bijoux, des costumes très très travaillés, ils y mettent vraiment tout leur cœur, etc. Parce que c'est quelque chose de très important dans ce peuple-là. Et le maquillage est vraiment très bien appliqué, même moi j'arrive pas à me maquiller comme ça, donc bravo pour eux. Voilà. J'aime beaucoup travailler sur ce peuple parce que je trouve quand même ils ont une vie assez compliquée, hein. De toute façon, quand on est un peu éloigné de la vie, on n'a pas l'eau courante, voilà, pour vivre, il faut vivre avec des troupeaux, hein, savoir manger ce qu'on a, faire des récoltes, essayer d'avoir le maximum d'eau. Donc pendant les périodes de sécheresse, ils vont vraiment aller là où ils veulent en fait. Ils vont migrer un petit peu, donc toujours dans le même pays évidemment. Mais voilà, ils
ils ont des périodes, ils vont aller dans un camp, d'autres dans l'autre, etc. Pour l'instant, je sais que les Wudab parlent la langue Peul. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Inalco, voilà, qui vous disent à peu près leur signification, etc. Mais dans cette langue, les Wudab aussi, ça signifie quand même la pureté, et puis, comment on dit quand on est la prude, enfin, c'est quand on est la pureté, quand on n'est pas prude, mais tu sais, on cache quelque chose. La pudeur. La pudeur, merci. Et donc voilà, ça montre très bien comme quoi les personnes ne parlent pas forcément de tout. C'est pas comme nous, on est très ouverts d'esprit. Voilà, ils ont des cultures, des traditions à mener. Et puis voilà, c'est très intéressant. Bon, pour l'instant, on en est là. Mais on est en train d'approfondir parce que le but de cette matière-là, c'est de connaître une culture différente sans avoir de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, en fait, c'est étudier quelque chose et le rapporter à une autre culture à nous, ce qu'on ne peut pas faire. Donc notre professeur nous a dit que si quelque chose nous semblait barbare, par exemple dans certaines cultures, des personnes vont tuer des animaux pour les donner à leurs dieux, etc. Si on trouve que ça nous choque, il faut creuser parce que c'est là où on trouvera des choses intéressantes à dire et à savoir, à apprendre par rapport à nous. Voilà, un peu le but de cette matière-là. Et comme on est en art du spectacle, on va beaucoup étudier les carnavals, les fêtes traditionnelles comme le Guériwal, justement. Et on va aussi étudier les nôtres, mais sans trop être un ethnocentrisme, en fait. Voilà le but. Et j'ai fini. Ah, mais c'est intéressant, justement, de confronter d'autres cultures et d'autres codes aussi sociaux. Qui montre aussi que ce code-là, un peu qu'on a très, j'allais dire européen, mais c'est aussi américanisé. Les États-Unis, ils ont quand même imposé une culture très, très spécifique, un peu à une grande partie du monde. Et il n'y a pas que ça. Et c'est intéressant de s'intéresser aux autres cultures, justement. Alors, je vais essayer de vous montrer une photo par écran. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc, voilà les hommes qui sont efféminés. Alors, il y a un peu le reflet, mais... Voilà, qui sont maquillés, coiffés et avec leur costume pour danser justement cette fameuse danse. Voilà. Merci pour cette chronique qui nous aura appris une autre culture. Je trouve ça intéressant. Une série comme ça avec à nous présenter plein de peuples différents. Je te dis pas le boulot qu'on a derrière quand même, parce que là on doit faire un dossier, on doit tout étudier, donc bon. Et c'est intéressant de justement voir les différentes cultures. C'est très enrichissant pour toi et pour aussi la manière dont toi tu travailles et dont tu remets aussi en question tes propres codes. Mais j'en reparlerai quand j'aurai un peu plus que les bases, parce que là, si vous voulez, on a juste fait les recherches de base qu'on a pu récolter. Après, nous, notre but, c'est vraiment d'approfondir et comprendre leur culture et sans la ramener à la nôtre, en fait, c'est ça le but. Et puis comme ça nous ouvre un peu l'esprit et puis ça nous donne une autre vision du monde, surtout. Voilà, c'est le but. C'est à ça que sert la fac. Eh oui. Vive la fac. En même temps, c'est un enseignant-chercheur aussi, donc forcément, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça, tu vois, pour avoir fait la même licence que tu es en train de faire, on n'avait pas ces cours-là sur les différentes cultures et sur l'ethnologie aussi. Et je suis curieux, je te les piquerai, parce que je suis curieux de voir ce qu'il y a aussi dans ces cours-là. Non. Je vais le piquerai après les partiels, par contre, j'ai pas envie de te mettre en difficulté non plus. Voilà. Après, on fait la même chose sur les théâtres, par exemple. On étudie aussi beaucoup le théâtre d'Indonésie, qu'on avait fait la dernière fois. Le théâtre japonais, avec le théâtre No et le kabuki, ou un truc comme ça. J'espère que ma prof n'est pas là, sinon elle va me tuer. mais voilà, c'est très intéressant. Et on étudie kabuki. Aussi les... Ah, kabuki, merci. On étudie vraiment les différentes façons de faire aussi. Par exemple, elle nous avait montré donc c'est une représentation américaine, il me semble. Alors, je ne sais plus le nom de la pièce, mais c'était très hypnotisant. C'est vraiment la même chose. Donc, il y avait des personnes qui commençaient à danser, à faire les mêmes mouvements avec une musique très, très entraînante. Et derrière, il y avait un décor énorme avec un train qui venait. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, ça montre comme quoi on a différentes visions du monde, même si on est dans l'Europe ou en France, etc. Et voir la culture et, par exemple, vraiment la tradition de théâtre dans certains pays, franchement, c'est très agréable. Et j'aime beaucoup cette licence. Voilà, je vous la conseille.
Toujours intéressant, les licencieurs du spectacle. On est très ouvert d'esprit, hein. Donc voilà. Eh bien, merci pour cette petite chronique, tout en culture, tout en ouverture d'esprit. Et je vous propose qu'on aille, nous aussi, parler de la culture en jouant tous ensemble. Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. Et alors, cette semaine, je vous ai préparé un jeu. Mais alors, un jeu... Vous pouvez jouer dans le chat, hein, vous pouvez jouer contre l'équipe. C'est un jeu que j'ai nommé... C'est laquelle qu'est la vraie. C'est laquelle qu'est la vraie. Parce que j'ai trouvé des unes d'articles de journaux assez insolites. Et je vais vous les faire deviner parmi différentes unes que j'ai inventées. Donc il y en a à chaque fois une qui est juste et 4 qui sont fausses. On est dans de l'insolite, hein. On est dans de l'article qu'on a envie de lire. Malheureusement, je n'ai pas les articles pour vous. La première série que nous avons. En pleine opération, donc ça c'est le début, une chauve-souris entre dans le bloc. Premier article possible. En pleine opération, le P d'une patiente provoque un incendie. Deuxième proposition. Troisième proposition, en pleine opération, le médecin se fait virer. Ou alors, en pleine opération, le téléphone du médecin sauve la vie d'un patient. Waouh. Bon. Parmi ces 4 titres d'articles assez insolites, un seul existe réellement. Et Lequel ? juste pour info, ces articles, ils viennent de quel type de journaux? Est-ce que c'est forcément des journaux francophones ou il y en a qui ont été traduits Enfin, c'est des informations qui viennent d'autres journaux qui ont été retraduits par... C'est principalement francophone, hein. Il me semble que c'est que francophone d'ailleurs, et c'est soit des journaux, il y a du BFM TV, il y a Libération, il y a Ok. tout un tas de choses. Oui, exactement, je peux répéter. Donc, quel article existe réellement ? On est sur des titres d'articles, hein. Est-ce que c'est petit 1, en pleine opération, une chauve-souris entre dans le bloc ? En deuxième proposition, en pleine opération, le P d'une patiente provoque un incendie. En troisième proposition, en pleine opération, le médecin se fait virer. Ou quatrième proposition, en pleine opération, le téléphone du médecin sauve la vie d'un patient. Alors, C'est pas facile, hein. Ouais, le P, Qu'est-ce ça me que t'en penses, paraît Amélie ? absurde, mais... Enfin, moi, en étant allée dans un bloc opératoire, ça me paraît un peu absurde, mais bon. Bah, la chauve-souris, j'ai du mal à comprendre comment elle a pu arriver là. Ceci dit, ça ferait une Oui. super origin story pour Batman. Genre, voilà, Bruce Wayne adolescent se fait opérer les dents de sagesse et son ADN se mélange dans la perf avec celui d'une chauve-souris. Mais le truc, c'est que par exemple, tu vois, l'idée du médecin qui se fait virer en pleine opération, c'est ce qui paraîtrait le moins farfelu. Ouais, Et le moins pourtant, pour insolite. virer un médecin en pleine opération, c'est vraiment chaud quand même. Ouais. Alors, Monsieur Vava nous dit la 4. Donc, la 4, c'est quoi? C'est le téléphone qui sauve la du vie. médecin sauve la patiente. Ça peut être bien aussi. Moi, il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Ouais. Parce qu'avec Bon un téléphone, point. maintenant, tu peux tout faire, de la lumière, etc. Ouais. Hmm. Ah, ça se trouve, c'est une coupure de courant, tu sais, ils ont pris la lampe torche ou j'en sais rien. Ouais, c'est possible, ouais. Moins Tu de dirais quoi, ferronnerie. toi, Amélie? Bah, on peut dire la carte. Enfin, la carte. la carte, on n'est pas dans Dora l'exploratrice, on peut pas là, ça, la carte. Ok, bah allez, ça me va, la 4, ouais. La 4, donc vous partez tous sur le téléphone du médecin sauve la vie d'un patient. Ouais. Avant de vous dévoiler la bonne réponse, je vous dis que ces articles-là sont recensés et ont été tous mis dans un livre qui est très très drôle à lire, qui s'appelle Le Tout va bien. Moi j'ai le Tout va bien 2017, nommé Un bébé goéland en garde à vue au commissariat d'Ajaccio, qui recense que des titres d'articles incroyables avec les sources de base. Donc je me suis inspiré de ce livre pour ce jeu. Je vous le Une conseille. collection de livres à lire quand t'es sur les toilettes dont tu te sers pour toutes tes émissions, c'est incroyable.
Ah, mais c'est En des fait, perles, dans ces ta livres. maison, plus tard, tu auras une bibliothèque dans tes toilettes, vraiment, C'est ça. avec plein de livres. Et du coup, la réponse, l'article qui a existé réellement et qui a été mis, il me semble, sur BFM TV, c'est en pleine opération, le P d'une patiente provoque un incendie. Oh là Non. là. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. je, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais il a existé un article nommé comme ça. Bah, quand Personne on n'a le passe point. un peu de temps devant des séries hospitalières ou sur YouTube, on sait qu'un P c'est inflammable et on sait que dans une salle d'opération, il peut y avoir toutes sortes d'objets qui peut être avec du feu, je sais pas, tu vois, genre un scalpel ou un truc pour cautériser à gaz, tu vois, genre. Puis derrière, après, le matériel peut s'enflammer, il y a du gel hydroalcoolique partout, donc ça crame, mais c'est quand Le même gel, assez ouais. ouf. Mais ouais, c'est bizarre. Ah bah, c'est sûr que c'est assez insolite. Je vous propose qu'on passe à la deuxième, qui est, somme toute, peut-être un peu plus classique, hein. Attention, le début de l'article sera le même, hein, pour les 4 propositions. Allemagne. L'agent des renseignements islamistes était aussi, petit 1, acteur porno, petit 2, chanteur de métal, petit 3, prêtre, ou petit 4, prince. L'agent des renseignements islamistes était aussi acteur porno, chanteur de métal, prêtre ou prince. Waouh. Bon, après, si on est dans l'absurdité, on peut dire la une. Ouais, moi je serais parti sur l'acteur porno aussi quand même. Acteur porno Parce pour que- l'équipe. Parce Ouais, que je pense. prêtre, non. Dans ce cas, ça serait imam, à la Ah bah, limite. Mister Vava dit pareil que nous. Mister Bava, il dit acteur porno aussi, hein. Ouais. Heureusement, Ben- c'est cool que tu sois là d'ailleurs. Hein. Oui, merci à toi de participer à cette émission. C'est un grand plaisir que de la partager avec toi. Du coup, on part sur l'acteur porno. Ouais. Sans grande conviction, mais ouais. Il y a des conversations sur cette chaîne Twitch que je trouve merveilleuses. À ne pas sortir du contexte, évidemment. Tout le monde part sur l'acteur porno. Et c'était la bonne réponse. L'article, c'était bel et bien Allemagne. L'agent des renseignements islamistes était aussi acteur porno. On peut faire des doubles métiers, hein, c'est possible. Mais du coup, il était agent de renseignement pour un groupuscule islamiste ou il était agent de renseignement pour le gouvernement sur des islamistes? Pour le gouvernement. Ah d'accord, ok. Et Oui, bah, accessoirement, remarque, quand tu le voyais comme ça faire ses rapports, et ben en fait, tu te rends compte que tu l'avais déjà vu faire ses rapports. Faire ses rapports, ouais. Non mais c'est bien, pour être un espion, il faut aimer être sous couverture. C'est ça. Oh là là, on peut en avoir plein, je pense, des blagues comme ça. Mhm. Mais avant qu'on se fasse bannir de la plateforme et qu'on reste, évidemment, Twitch friendly, je vous propose qu'on passe à la question suivante. Pareil, un article qui a existé, 4 propositions, et une seule est véritablement vraie. Ça fait 2 fois vrai dans la même phrase. On n'est plus en Allemagne, on est dans le Vaucluse. Un Ah, policier... c'est pas pareil, mais il y a des nazis aussi. Le policier avait fermé les yeux en échange, petit 1, d'un tour dans la dernière Tesla, petit 2, d'une bonne réponse à une devinette, petit 3, de sushi, ou petit 4, d'un prix de pétanque. Ah, la pétanque, ça me paraît un peu trop cliché parce que bon, c'est un peu le sport national dans le Vaucluse. Moi, je dirais bien encore la une, tu vois, genre la tour Ouais, de la Tesla. Genre le mec va trop vite, il se fait contrôler. Le policier, il fait bon, vous allez trop vite. Le gars fait ouais, mais allez, vas-y, essaye, tu verras. C'est possible. Surtout que les voitures électriques, comme il n'y a pas de combustion, en fait, t'as accès à toute la puissance de la voiture très rapidement, quoi. Mm. Et c'est vrai que le jour où on sera tous équipés de voitures électriques, faudra aussi que les voitures soient équipées de systèmes qui font que tu peux pas aller trop vite, quoi. C'est vrai. Bah, allez, va pour la une. Ouais, moi je dirais la une, mais bon après, parce que la devinette et les sushis, bon, je sais pas. Ouais. Bah, c'est moins gros en fait, parce que j'en suis sûre Ouais. qu'il y a certains gendarmes, bon, bah après ils peuvent manger, même si c'est interdit, je pense pas que ce soit grave quoi. Et que ça ait fait la une des journaux.
Alors Mister Vava lui part sur la 2, hein, sans conviction, une nouvelle fois, donc c'est une bonne réponse et une devinette, tout simplement. C'était ça? Non, j'ai pas dit que c'est ça la Ah. bonne réponse, j'ai dit que c'est ce que Mister Vava estime être la bonne réponse. Je ne veux pas vous influencer, je veux juste vous informer. Non, on reste sur la 1. Vous restez sur la 1? Ouais, nous on reste sur la une, ouais. Et alors, personne ne l'a, c'était la 3. C'est le policier Les a fermé sushis les yeux en échange de sushis. Oh là là. Bah ouais, mais Ah, regarde, en même temps... Il a pas voulu te créer de sushi au conducteur. C'est ça. En même temps, imagine, il est en fin de service, il est, je sais pas moi, 4h du matin, tous les magasins sont fermés, il a la méga dalle. vrai L'autre, il a plein de sushis. Non, Bon, mais bah, c'est vrai qu'est-ce qu'il Ouais, est ça se trouve, facile c'est un à Uber Eats, comprendre, tu vois. du coup. Ouais. C'est le flic le plus facile à corrompre au monde. C'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même, hein. On espère tous tomber sur le même alors. Hein. Et le pire, c'est pas tant qu'il était corrompu avec des sushis, c'est que ça s'est su et c'est passé dans le journal. Ouais. C'est à la limite, tu te fais choper, bon, voilà, de l'argent, tout ça, bon, d'accord, mais là, des sushis, quoi, enfin... Et là, t'imagines un film façon Bac Nord, mais sur cette histoire-là. Pour être très drôle. Question suivante, article suivant. Bagarre au club libertin. À cause, petit 1, d'une famille d'Allemands perdus. À cause, petit 2, d'une offre promotionnelle. À cause, petit 3, d'une soirée thématique sur les pirates. Ou à cause, petit 4, d'un Bermuda. Alors, Mister Vava te demande à quoi les sushis. J'ai envie de répondre à la fraise. À la fraise, oui. Alors, quel article a réellement existé? Il y a une bagarre dans un club de striptease, dans un club libertin, pardon, à cause d'une famille d'Allemands perdus, d'une offre promotionnelle, d'une soirée thématique sur le thème des pirates ou d'un Bermuda. J'ai envie de dire, toutes les réponses sont bonnes. Moi, j'ai envie de la dire le question. Bermuda parce que ça me dit quelque chose cette histoire, mais Et ben, moi, allez. Tu veux nous partager une Voilà. anecdote sur ta vie Ah non, je ne suis pas allemand et je ne porte pas de Bermuda, mais Mister Vava part sur le Bermuda aussi. Hein. Ben, Ouais. je vous suis. hein. non, mais genre, tu vois, il y a ces soirées libertines et tu dois rentrer en slip et le mec, il a voulu garder son Bermuda et en plus, ça se trouve, il était allemand, il était en claquettes chaussettes. Il les cumule, le gars, il les cumule. Ouais, c'est ça. Il n'avait pas de en- sushi. Ouais, c'est ça. C'était un Allemand déguisé en pirate avec un Bermuda. T'as pas trop compris le principe de... Et la bonne réponse était effectivement le Bermuda. Et ben, je crois que j'ai vu passer cet article. Ah mais c'est possible, je pourrais te retrouver tout à l'heure dans quel journal si tu veux. Et enfin, la dernière, qui m'a fait bien rire aussi. Son opération du nez tourne mal, il ressort, petit 1, avec une narine cousue, petit 2, Avec Motus un- et narine cousue. Tu diras rien à personne. avec un scalpel coincé, petit 3, avec la perte de l'odorat, ou petit 4, avec une érection permanente. Les scalpels, je veux dire, c'est même tout le temps. hein. Il y a plein de personnes tout le qui temps. sont- Oui, mais... Plus régulier. oui, voilà. Il y a plein de personnes qui sont opérées qui se retrouvent avec des instruments dans leur corps quand même. Alors un scalpel ça va, mais quand c'est la contrebasse... Oui, mais enfin, c'est rare qu'on utilise une contrebasse pour opérer les gens quand même. Oui. C'était pas drôle ta blague. C'est les instruments. Ah. C'était long. Tu sais, si tu dois l'expliquer, c'est que. C'était pas bon. Ouais, moi je dirais bien le scalpel aussi, Amélie, je suis d'accord avec toi. Le scalpel Parce que bon, autant tu te retrouves avec des ciseaux ou un truc dans le bide. Pour Bon, une opération du nez, oui, Mister Vava. mais je veux dire, un scalpel dans le pif, c'est chaud quand même. Ah bah là, le test PCR, il rentre, mais il ressort pas. Mais après, ça se trouve, c'est un bout du scalpel, tu vois, c'est pas le scalpel en entier, ou alors c'était un tout petit scalpel. Ouais. Bah après, je pense qu'il y a différentes tailles, j'en sais rien. Bah, en même temps, je pense pas qu'ils auraient laissé sortir quelqu'un avec un truc qui sort comme ça. Ouais. Oh, tout s'est bien passé? Ouais, oui. En même temps, ouais, c'est vrai que ça, c'est chaud, parce que bon, ok, il y en a de différentes tailles, mais il faut quand même.
Il y a Mais quand même ça- un manche pour que tu puisses couper un peu de loin. Donc peut-être que le scalpel, c'est peut-être pas si réaliste que ça. En oui, fait. c'est pour ça, parce que moi, pour moi, je disais ça parce que bon, c'est courant déjà, donc à mon avis, ils vont pas faire des articles tout le temps sur ça. Tu Hmm. vois. Bah ouais, enfin si ce n'est pour le nez quoi. Mais Bon, après le nez, oui. Bon. Mais alors apparemment, Monsieur Vava dit la 4 pour le côté insolite. c'est La 4 lequel, c'était quoi la déjà? 4? Avec La une érection 4, c'est permanente. une érection permanente. Ah, Oui, c'est vrai que c'est dur à expliquer. Bah un mauvais dosage de l'anesthésie quoi, peut-être. Mm. Hmm. C'était quoi les autres réponses? Alors, on avait une narine cousue, un scalpel coincé, la perte de l'odorat ou une érection permanente. oh, la perte de l'odorat, je pense, non? Ouais, ça paraît un peu facile, non? Moi, je dirais bien la narine cousue. Allez. C'est absurde. Mais, Mais à chaque fois que ça nous paraît bizarre, c'est ça, donc... Donc, narine cousue pour l'équipe et érection permanente pour Monsieur Vava. La bonne Bah, réponse. moi, c'est que la perte de l'odorat, ça me paraît trop simple, presque, tu Mm. vois. Mais c'est tout à ton honneur. La bonne réponse, c'était une érection permanente. Il y a eu un article qui a dit son opération du nez tourne mal, il ressort avec une érection permanente. Non, mais des fois, on veut pas savoir ce qui se passe au bloc, quand même. Non. Heureusement qu'on a dormi, quoi. Ouais, ouais. Après, faut se poser des questions quand même hein, quand tu te réveilles. Moi, je me suis réveillé attaché une fois après une opération. C'était bizarre. Quoi? Ah ouais? Ouais, parce qu'ils ont dit non, mais en fait, vous arrêtez pas de bouger. Vous avez failli vous casser la gueule et tout du brancard. Donc, Mais bon, tu te réveilles, t'as la bouche pâteuse de l'anesthésie, t'as la tête dans le pâté, puis en plus, t'es attaché, genre. Et là, le premier truc qui sort de ta bouche, c'est pas excusez-moi, je comprends pas, c'était genre. Ouais. Donc, bon, c'était un peu bizarre comme moment. Ah, c'était sur BFM TV, donc je pense que sur Internet, on doit pouvoir retrouver cette information-là. C'était sur BFM TV. En 2017, enfin du coup peut-être 2016 ou 2017 en fonction, vu que le livre est sorti en automne 2017. Voilà, j'ai pas plus d'explications à vous donner. Je regarderai si je trouve ça. Après, je sais pas ce que je vais tomber si je tape opération du nez, érection permanente sur Internet, mais bon, je peux faire cet effort-là pour la Je pense que science. tu vas tomber forcément sur. Voulez-vous agrandir la taille de votre pénis? Oui. Ça, c'est fort probable. C'était tout pour ce petit jeu. J'ai l'impression que vous avez donné quand même pas mal de bonnes réponses. Alors, j'ai pas compté les points. Bravo. Non, parce que Ah, mais c'est on a Emma qui gagné, compte hein. les points habituellement. Mais de toute façon, c'est un jeu qui est dans... Voilà, on est là pour passer un bon moment. Moi, je trouve qu'on est trop dans une société où à chaque fois, on essaie de compter des points. On essaie de... Voilà, au bout d'un moment, on est là pour s'amuser. Et c'est l'essentiel. Et je vous propose qu'on s'amuse et qu'on continue de s'amuser tout en chronique avec ta chronique, Maxime. Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Alors, comme je suis pas quelqu'un de très imaginatif, j'avais imaginé un temps pour cette chronique de répondre à la chronique d'Emma il y a un mois, je crois, qui portait sur les adaptations de livres au cinéma. J'avais ainsi envie de parler de tous ces films qui ont éclipsé l'œuvre littéraire dont elles sont adaptées, comme Fight Club ou La Planète des Singes, par exemple. Oui, La Planète des Singes, c'est d'abord un livre, écrit par un Français en plus. Mais une chose m'a frappé et m'a amené à me poser la question suivante. Au cinéma, finalement, qu'est-ce qui ne relève pas de l'adaptation? Alors, je vous donne quelques pistes aujourd'hui, mais c'est une question sur laquelle on va revenir, enfin j'espère. Les films, ils peuvent être tirés de romans, comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, de bandes dessinées, toute la production DC et Marvel, mais aussi Persepolis ou Le Chat du Rabbin, de jeux vidéo, avec Uncharted qui est sorti récemment, Mortal Kombat qui a Tomb fait des Raider. émules il y a quelques temps. De quoi? Tomb Raider aussi. Tomb Raider, évidemment. Oui, Tomb Raider, comment l'oublier. Ou l'inénarrable Mario Bros. Et oui, ça aussi, ça a existé. Le cinéma peut aussi adapter des pièces de théâtre comme 8 femmes, Incendie ou Le Dîner de con. Et peut même adapter d'autres films, des films précédemment sortis, comme A Star is Born ou West Side Story, qui sont des remakes, ce qu'on appelle communément des remakes. Bon, jusque-là, vous suivez, je fais que citer l'évidence,
Mais ça s'arrête pas là. Au cinéma, on trouve aussi adaptés des vies d'hommes et de femmes illustres, de Gainsbourg à Marie Curie, de Catherine de Russie au dictateur à la moustache bien connue, mais aussi l'histoire de groupes et de mouvements sociaux, plutôt des anonymes dans un grand mouvement historique. Citons les suffragettes, par exemple, ou encore Il était une fois dans l'Ouest ou Il était une fois la Révolution. Bon, cette longue énumération, à laquelle vous pourriez tous rajouter pléthore d'exemples, nous permet une première réflexion. Le cinéma convoque des univers qui lui préexistent. Qu'il s'agisse d'événements vrais, qui se sont déroulés, dont on a témoignage, ou des mondes déjà inventés par d'autres, parfois dans des médias différents. Jeux vidéo, livres, etc. Le plus réaliste et contemporain qu'il soit, le cinéma adapte tout de même quelque chose, quelqu'un, un moment. Le cinéma, en fait, c'est un mode de représentation qui, par essence, est une adaptation. Et ce, qu'il se veuille vraisemblable ou non. C'est un art de la transposition qui transcende son matériau d'origine pour en offrir une nouvelle lecture. Et vous pourrez avec justice me répondre « Bah, et les scénarios originaux ?» Eh ben justement, avant d'être le film, il fut scénario. Et oui. C'était d'ailleurs assez le cas en France avant. Les parties scénario et réalisation étaient issues d'auteurs différents. Et c'est encore beaucoup le cas aux États-Unis aujourd'hui, où on a des guildes de scénaristes et des guildes de réalisateurs. Oui, j'aime bien le terme de guilde. Mais quand bien même le scénario original serait l'œuvre de son réalisateur, comme c'est le cas aussi souvent, il a, à un moment donné, soumis aux contraintes techniques, humaines ou artistiques qui fondent l'artisanat qu'est le cinéma, il a, à un moment donné, fait un choix. Il a sacrifié ou rallongé des éléments qui étaient dans son scénario. Il a détourné ou intégré un élément de l'histoire, du décor, de l'interprétation, que sais-je. Le cinéma est, dans son ADN même, comme dans son fonctionnement, une histoire d'adaptation. Alors, comme ce sujet, le cinéma et l'adaptation, me passionnent, et que j'ai fait qu'effleurer la surface, je vous propose une nouvelle chronique suivie qui parlera d'adaptation et de cinéma, et qui s'appellera, oui, cette fois j'ai fait l'effort de lui trouver un nom, elle s'appellera On a les droits. Parce que oui, cinéphiles et amateurs de culture de tout poil, et les chauves aussi d'ailleurs, n'excluons personne, nous avons tous les droits dans cette émission, pour parler de la culture comme nous l'entendons, de celles et ceux qui la font et la défrisent, de celles et ceux qui l'abîment ou la portent savamment contre leur sein pour la partager, la protéger, la faire croître partout autour d'eux. Pardonnez à ce moment quelque peu emphatique, mais aujourd'hui et la prochaine fois, et peut-être même une autre prochaine fois, dans On a les droits, on va parler de cinéma. Et aujourd'hui, on va pas parler de n'importe quel cinéma, on va parler de cinéma français, monsieur, madame. J'en ai fait une petite cure récemment, grâce à notre partenaire ciné et série, j'ai nommé Netflix, que je ne remercierai jamais assez de mettre à disposition régulièrement des films datés pour les spectateurs qui, comme moi, aiment à découvrir ou redécouvrir un réalisateur à travers ses œuvres plutôt qu'une seule toile. Et surtout qui n'ont pas envie de passer des heures à faire du streaming illégal sur Internet, ou alors à télécharger des films de manière complètement illégale. En ce moment donc, chez notre partenaire La Grosse Lettre Rouge, 2 réalisateurs français sont particulièrement mis en valeur. Il y a quelques années, il y a 1 an ou 2, c'était Truffaut par exemple. Aujourd'hui, c'est Claude Berry et Bertrand Tavernier qui voient une bonne partie de leur cinéma être disponible en streaming. Donc pour cette première édition, commençons par le plus évident si on doit parler d'adaptation. On va parler de Jean de Florette et de Manon des Sources de Claude Berry, sortis tous les deux en 1986, à une époque où le cinéma français était européen, puisque c'est une production franco, helvético, italo-autrichienne. Cherchez l'erreur. Savant mélange. Je vous fais l'économie d'un résumé de l'histoire, elle est très connue, et pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir ces films, je ne me permettrai pas de spoiler. Je pensais plutôt vous proposer quelques réflexions à grignoter, là, comme ça, avec nous, tranquillement. Fait intéressant pour être souligné, Pagnol, du coup, a d'abord, donc Marcel Pagnol, hein, l'académicien, romancier et cinéaste, oui, il a fait plein de trucs. Pagnol, donc, a d'abord écrit et réalisé 2 films qui s'appellent Manon des Sources et Hugolin, donc en 1937. Puis, il a publié 2 romans, Jean de Florette et Manon des Sources, connus ensuite sous le nom diptyque L'eau des collines. Et c'est ce fameux diptyque, donc c'est un roman adapté d'un film que Pagnol avait fait, que Claude Berry adapte. D'accord ? Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de différences entre la version de Pagnol de son propre film. Il y a des différences entre ses films et le bouquin qu'il a écrit après. Et évidemment, dans le bouquin adapté par Claude Berry, on trouve encore des différences.
et des différences assez marquantes. Le scénario, donc, il est signé de Claude Berry et de Gérard Brache, et pour parler de ces films, 2 mots me viennent assez naturellement, panache et économie. Quand je dis économie, je parle pas de l'histoire de sous, qui est en effet ce qui fonde la dramaturgie du récit. C'est-à-dire que l'histoire, elle repose sur l'avidité du Gaulin et du Papet. Mais ici, quand je parle d'économie, je ne parle pas des sous donc, qui font partie de l'histoire, mais plutôt de l'économie de la réalisation. On pourrait reprocher beaucoup à Claude Berry d'être un réalisateur qui manque de pattes de réalisation. Or, pour moi, justement, c'est une qualité, notamment quand on adapte une œuvre comme celle de Pagnol. Et oui, Marcel Pagnol, que je pourrais qualifier d'héritier spirituel et provençal de Émile Zola. Et oui, il adapte fidèlement les vicissitudes de la vie humaine. Il décrit toute la beauté de l'être humain et en même temps ses espoirs, sa vilainie, le tout dans la jungle de la Provence, dans le maquis, qui permet de se cacher pour ne pas être vu. D'ailleurs, il y a tout un jeu là-dessus dans le film, dans les 2 films, où un personnage épie d'autres personnages. Mais comme on est dans le sud, dans un petit village, rien ne se dit. Et oui. Et c'est ce problème de secret qui va créer toute l'histoire. Justement, le fait d'avoir des personnages qui espionnent comme ça, qui épient, c'est un trait qu'on peut voir dans le film de Claude Berry, qu'on pourrait voir comme une patte du réalisateur. Et c'est une patte qu'on peut voir dans d'autres œuvres qu'il a adaptées. Je vous parlerai un peu plus tard d'un autre roman qu'il a adapté, qui s'appelle Uranus, qui est un roman de Marcel Aimé. Donc, Claude Berry adapte donc de l'histoire de Pagnol ce désir qui perd l'homme, le désir d'argent, le désir d'une femme, qui perd Hugolin, donc dans le 2e film, dans Manon des Sources. En fait, ce qui est intéressant avec cette réalisation, c'est qu'elle part du quotidien. Et pour parler du quotidien, finalement, elle se permet de ne pas avoir de grandiloquence esthétique. Rien n'est dû au hasard, pourtant, et chaque plan, chaque séquence, même si elle n'est constituée que d'un seul plan, une seule petite action, tout est très efficace. Et c'est pour ça que je parle d'économie. Et oui, le scénario, c'est la réflexion que je me fais après coup, le scénario doit être impeccable avant même de penser au cinéma, en fait, avant même de penser à l'esthétique. C'est une bonne leçon que pourrait nous donner Pagnol, mais que nous donne aussi Berry, Claude Berry. Finalement, l'économie et l'efficacité de la réalisation sont prépondérants sur l'esthétique qu'on lui donne. Et c'est une esthétique, c'est une forme d'esthétique. Dans des paysages qui sont magnifiques, d'ailleurs, on pourrait vraiment parler de films de paysages, avec des plans parfois où on est très 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 loin des comédiens. Dans cet espace-là, qui nous est présenté, et qui nous est rendu tangible, on suit toujours des actions très précises. Et les personnages sont dans des états qui, et c'est pour ça que je parle de panache, qui relèvent quasi du mystique. On a ce personnage qui va se mettre à genoux et implorer à la pluie de tomber, parce que la pluie ne tombe pas et qu'elle menace toute son exploitation agricole et donc sa famille. On pourra citer aussi ce personnage qui, du fin fond des collines, suit son amoureuse et lui hurle le fameux « Manon, Manon, je t'aime d'amour ». Oui, c'était une imitation déplorable de Daniel Auteuil, César du meilleur acteur, pour Manon des Sources et Jean de Florette en 1986. Donc la leçon que je vais retenir pour cette adaptation, c'est finalement celle de l'économie. Et dans un autre livre, Uranus, adapté par Claude Berry, je vais aussi constater la même chose, c'est-à-dire une certaine économie dans la manière de penser le récit, une certaine manière de filmer les choses, parfois avec juste un panoramique ou juste un travelling qui nous fait vivre la scène du début à la fin et nous emmène d'un personnage qui va se faire taper sur la figure jusqu'au moment où il se fait effectivement bien taper sur la figure et qu'il est au sol. Et ça, finalement, le fait de ne pas vouloir trop découper, de laisser de la place aux comédiens, et surtout de ne raconter qu'une chose par séquence, de ne pas surcharger de symbolique, mais de s'appuyer sur des cadres simples mais reconnaissables, des cadres qui vont nous rester en tête. On aura, si vous avez vu Jean de Florette et Manon des Sources, vous aurez forcément des images qui vont vous marquer, ne serait-ce que par la beauté de la photographie, mais aussi parce que, justement, ces plans sont efficaces. Donc le deuxième roman dont je voulais vous parler, qui est adapté aussi
par Claude Berry, c'est Uranus. Donc il a été tourné en Auvergne. Un clin d'œil intéressant, parce que la région Auvergne, finalement, elle est dans l'imaginaire collectif français un peu le lieu d'une France éternelle, une France de campagne, d'un joli petit coin de France. Voilà, une sorte de comté des Hobbits, mais au centre de la France. Et tout comme... pardon, donc l'histoire d'Uranus se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, c'est intéressant de tourner le film en Auvergne aussi pour ça, puisque l'Auvergne s'inscrit dans notre histoire collective française au chapitre à la fois du déshonneur de la collaboration et du gouvernement de Vichy, mais aussi de la glorieuse résistance. La résistance, d'ailleurs, qui a été communiste, en grande partie. Et dans ce film, justement, les communistes ont plus ou moins du pouvoir dans la ville, et donc vont faire un peu régner une sorte de terreur et chercher les collabos pour les condamner à mort. Donc c'est de cela qu'il est question, mais ce n'est qu'une toile de fond finalement, pour parler des hommes, pour parler des femmes, pour parler de leur dualité qui les obsède. On a Jean-Pierre Mariel au casting, qui joue un lâche bourgeois, un lâche ingénieur, mais un bon chrétien, qui va même jusqu'à recueillir un collabo chez lui, pas par affinité politique, mais juste parce qu'il va vouloir sauver un homme de son village. On a Philippe Noiret, qui joue un instituteur, à la fois très sensible à la nature, il peut passer 1 heure à observer une pâquerette, et en même temps nihiliste. Il n'a pas pleuré quand sa femme est morte sous un bombardement alors qu'elle était avec son amant. On a aussi la brute, avinée, Gérard Depardieu, et en même temps ému, mais ému aux larmes en entendant une enfant réciter un morceau d'Andromaque. On a le mesquin et fidèle Michel Prévost, à la fois antagoniste au début de l'histoire, et puis finalement devient un ami de Gérard Depardieu, justement, du personnage joué par Depardieu. On a le doux et inflexible communiste, le doux papa, parce qu'il est papa de 3 enfants, et il est toujours avec un enfant autour du cou, avec des filles. Donc c'est Michel Blanc, qui pourtant va tenter de séduire maladroitement et sûrement avec la vision d'aujourd'hui, sûrement une forme de violence, va tenter de séduire la fille de l'homme qui l'abrite. On a aussi une figure grotesque qui, elle seule, peine à susciter l'empathie. J'ai nommé le magnifique Fabrice Lucchini, qui joue une sorte de bobo communiste convaincu, mais complètement à côté de la plaque. En bref, ce qui est intéressant avec Uranus aussi, c'est le lien avec les personnages. Finalement, ça me fait penser à une chose. Qu'est-ce que réaliser finalement ? Qu'est-ce que réaliser ? Pour moi, chez Claude Berry, avec cette simplicité et cette économie, je vois pas d'autre manière de l'expliquer qu'une sorte de déférence, de respect profond du livre et de mise en avant de l'histoire avant tout. C'est pas qu'il se détourne de l'esthétisme, c'est juste que l'esthétisme va passer par d'autres choses que des plans de caméra chiadés, même s'il y en a. Mais il va passer avant tout par les personnages. La manière dont ils sont traités, maquillés, habillés, la manière dont on est avec eux dans leur quotidien, la manière dont aussi l'image et le cadre, on s'en souvient pas forcément pour le mouvement incroyable, mais pour le souffle qu'il dégage. Et ça, c'est grâce à l'interprétation des personnages. Et dans Manon des Sources et Jean de Florette aussi, on trouve un casting incroyable, avec Emmanuel Béard, avec Gérard Depardieu, avec Daniel Auteuil, évidemment, et avec, j'ai oublié son nom, Yves Montand, évidemment, en Papé, qui est le last man standing, avec lequel on est jusqu'au bout de l'histoire, sur ces secrets qui ont entraîné la mort d'autres personnes à cause d'autres secrets. Et finalement, il y a un sens assez profond de la comédie qui s'échappe de tout ça, dans les 2 films. Alors, quand je dis de la comédie, c'est pas forcément que ça prête à faire rire, mais au sens de la comédie humaine de Balzac, c'est-à-dire des personnages qui sont à la fois grotesques et magnifiques, des personnages qu'on déteste et avec lesquels on est en empathie. Finalement, ce qu'il nous peint, c'est le genre humain tout entier, authentique. C'est une sorte de vanité mouvante, un paysage humain où la beauté, les espoirs et la vilainie se retrouvent, tous dans des figures dont on se souvient longtemps. Et voilà pour la première édition de On a les droits. La prochaine fois, on parlera de Bertrand Tavernier.
C'est très intéressant comme angle de chronique. Bravo pour cette petite chronique. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de parler un peu de littérature, de cinéma et du lien qu'il y a entre les deux et de pouvoir développer ça sous une chronique qui parle justement d'adaptation. Je trouve que c'est une chance, donc merci et hâte de voir les différentes chroniques qui vont venir sur les différentes adaptations en, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes. Tu as été beaucoup plus intéressant que tous les cours qu'on a pu avoir à la fac, nous, d'adaptation littéraire au cinéma. Ces cours étaient un vrai fiasco, alors que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant et de très enrichissant. Donc ça sera Le une lien affaire à entre suivre. roman et cinéma, il est assez évident. Il y a des romans, et notamment les romans de Pagnol, qu'on aurait envie d'adapter vraiment juste à la lecture, parce que c'est déjà très visuel, très, très interprété. Les personnages sont tous à la fois des archétypes, et en même temps, ils ont tous leurs particularités qui vont faire qu'on va les adorer, ou les détester d'ailleurs. Mais on va quand même adorer les détester, en fait. Et je trouvais que c'était intéressant de revenir sur le fait que en fait, l'idée, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on a enlevé du livre ou qu'est-ce qu'on a remis, mais plutôt qu'est-ce qu'on en a gardé dans la lecture finale. Et finalement, ce que j'apprécie, et c'est un peu ce que j'ai essayé de donner comme impression en parlant de Claude Berry, ce que j'apprécie chez Claude Berry dans ses adaptations, alors j'ai pas lu le bouquin de Marcel Aimé qui a donc à Uranus, mais ce que j'aime chez lui, enfin en connaissant vite fait Marcel Aimé de loin, j'ai retrouvé cet univers-là. Ce que j'aime chez lui, c'est cette déférence envers l'œuvre qui fait que vraiment, ce qui compte, c'est l'histoire. Si dans l'histoire, c'est écrit le mec rentre chez lui, prend un chandail et ressort, et ben il va pas filmer autre chose que ça. Il va le faire de manière intelligente avec un seul plan, mais il va pas filmer autre chose que ça. Parce que ce qui compte, c'est pas la manière dont il va prendre le chandail ou comment est éclairé le chandail. Ce qui compte, c'est qu'il prenne le chandail. Et ça, c'est un point intéressant qu'il faut pas perdre de vue, je pense, quand on fait du cinéma. C'est qu'est-ce que l'acteur doit faire? Qu'est-ce qu'on voit? En quoi ça fait partie de l'histoire? Et un scénario, avant d'être pensé comme une œuvre à part entière, comme un film déjà monté, il faut d'abord que ça nous raconte une histoire et que ça nous emballe. Même si c'est un document technique, il faudrait qu'un scénario, on ait envie de le lire. Et Ah bah envie oui, de c'est pas... un fond. La forme vient derrière de différentes manières, appuyer justement un fond et une histoire qui a un intérêt. Tout à fait. Et l'adaptation, c'est pareil, moi je suis d'accord avec toi, une adaptation c'est prendre l'âme en fait de l'histoire et la retranscrire. Et pour le coup, tu disais, si c'est quelqu'un qui rentre et qui prend le chandail et qui s'en va, de filmer juste ça, moi je mettrais même... Je pense qu'il y a pour moi peut-être deux types d'adaptation. On va y avoir cette adaptation qui va être vraiment sur le réalisme concret de l'histoire, et une autre adaptation qui va être sur... comment dire, surprendre vraiment la base même, le fond le plus profond de l'histoire, et de le mettre avec une forme complètement différente, et qu'on ait deux histoires qui paraissent totalement différentes alors qu'en fait c'est la même base, quoi. Je sais pas si tu vois un peu la nuance que je... Oui, oui. Après, ça, je pense que j'aurai l'occasion de parler de comment justement on transpose. Ce que tu décris, j'appellerais ça de la transposition. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en parler pour d'autres œuvres que j'ai en tête pour la suite de cette chronique. Là, vraiment, ce qui était intéressant, c'était de vraiment partir de l'idée de roman, parce que c'est ce qui paraît le plus évident. Et on l'a vu l'autre fois avec la chronique d'Emma. En fait, il y a plein de films, on soupçonne pas des fois, mais il y a plein de films qui vraiment sont adaptés de romans. Et même par exemple, Le Cercle des Poètes Disparus, c'est un roman. Et quand on lit le roman, on voit le film. Alors, bon, il se trouve que j'ai lu le roman après avoir vu le film. Mais même, je veux dire, la dramaturgie, elle est vachement bien respectée. Évidemment qu'il y a des trucs en plus, qu'il y a un quotidien, il y a une longueur avec les personnages qu'on a plus longtemps dans le bouquin. Mais le bouquin, c'est facile d'installer ça. Alors que dans un film, et ce qui est beau, et c'est un peu ça que fait Claude Berry, c'est qu'il arrive à nous installer dans un quotidien avec des personnages à travers quatre séquences. On va voir le mec, par exemple, l'entrée de Manon des Sources. L'intro de Manon des Sources, c'est cette fameuse source qui coule, qui va irriguer un champ d'œillets, qui est ce que voulait créer Hugolin, et c'est pour ça qu'il a voulu récupérer cette ferme. Et tout est là, on voit le gars s'occuper de ses œillets. L'intro, enfin une des premières séquences de Jean de Florette, donc le film d'avant, c'est Hugolin qui rentre de la guerre, qui va voir son oncle, donc le papé,
et qui ensuite, Ugolin, on connaît pas ce personnage, à part que bon, il a pas l'air très malin, et il habite à côté de chez son oncle. Et ben, pendant pas longtemps, mais juste le temps d'une séquence, on le voit planter des œillets avec amour. Voilà. Et ça, bah, c'est beau en fait. Ça nous raconte quelque chose du personnage. Tout ce qui est fait dans le film nous donne c'est toujours au service du personnage et donc au service de l'histoire. Parce que chez Pagnol, comme chez Berry ici, bah, finalement, ce qui fonde l'histoire, c'est les personnages, leurs secrets, leurs relations entre eux. Et ça, enfin, pour moi, c'est une leçon vraiment dont il faut se souvenir. Le scénario doit jamais être, ou en tout cas, voilà, dans ce type de cinéma-là, le scénario n'est jamais rien d'autre que le prolongement de personnages. Et ça, c'est chouette, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On aura l'occasion, moi je pourrais parler toute la nuit de cinéma d'adaptation. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je trouve fascinant. Et on aura l'occasion d'en reparler au gré de tes chroniques, au fil de ta réflexion aussi sur la littérature et le cinéma. Et qui dit littérature dit mot, qui dit mot de la fin, et qui dit mot de la fin dit nouvelle rubrique dans l'émission. Oh là là. Culturellement vôtre, le mot de la fin. Qu'est-ce que c'est que le mot de la fin aujourd'hui, Maxime ? Alors, le mot de la fin, le mot de ce soir, c'est le mot. C'est un mot, d'abord. Peut-être je fais une petite dédicace comme ça, mais c'est un mot qui m'a été donné, offert, qui m'a comme ça été confié par ma muse éternelle, Louise Soledad, qui l'a employé lors d'un billet qu'elle a daigné m'envoyer il y a peu. Et donc ce mot, c'était le mot apotropaïque. Je vais le mettre dans le chat. Apotropaïque. Oh là là. Apotropaïque, alors déjà on a le terme apotro. Apotro, est-ce que c'est un rapport avec l'apostrophe ? Il y a un truc commun entre l'apostrophe et l'apotropaïque dans la base du mot. Pas trop. Ouais. Ok, on a autre chose, on a le haïk qu'on retrouve dans laïque. Ça Alors, m'aide pas du tout, mais... Pas du tout, non. Alors, ce que je peux te dire sur apotropaïque, sur le apo, c'est qu'effectivement, c'est bien un préfixe issu du grec. Mais du coup, oui, donc oui, apostrophe, c'est aussi un mot grec. Donc oui, c'est le même apo. C'est Mais, le même apo. Mais ça mais m'aidera tu vas pas du tout. galérer. Mais tu vas galérer. Est-ce que quelque chose peut être trop païque ? Bah, oui. Non. Oui, François, oui, Oui. d'accord. Ok, Oui, bah, de toute façon, c'est juste un préfixe, hein, apo. Mhm. Mais il faut savoir qu'en grec, en fait, tu as les racines et tu as les suffixes. Et les suffixes, en grec, il y en a, je dirais, une dizaine ou une quinzaine. Et ils servent à former beaucoup de mots. Et du coup, ils ont tous beaucoup de significations. Et tu en connais des préfixes grecs, comme péri, par exemple, qui veut dire autour, qu'on emploie dans périphérique. Ah ouais. Ou dans péritel. Il y en a plein des comme ça. Ou dans Périgord, non ? Non, ça Non, ça c'est marche pas. Là. Ça se voit que t'es- Périgord, c'est ce qu'il y a à côté de Gore. C'est à la Dordogne, ça. Apotropaïque. Donc c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est une situation, enfin, comment dire ? Je sais pas pourquoi, mais ça me Alors, fait c'est penser un à adjectif. chaotique. Ça peut désigner quelque chose de palpable. Ça me fait On peut penser dire d'une à- chose qu'elle est apotropaïque. Ok. Ça me fait penser à chaotique. Ouais, allez, si je dois vous donner un indice, pourquoi pas faudrait creuser. Faudrait creuser. Apotropaïque, on peut dire d'une chose qu'elle est apotropaïque, est-ce qu'on peut dire d'une personne qu'elle est apotropaïque ? On peut. Mhm. Donc c'est quelque chose par rapport au physique ? Non. Quelque chose par rapport à l'utilité de la chose ou de la personne ? Non. Ça fait penser à apôtre, mais ça n'aide pas. Alors, j'ai même pas fait le lien avec apôtre, mais je pense pas que ça a un lien avec apôtre. Ça doit être une autre. Ça doit être une autre forme apôtre. Parce que apôtre, ça peut être
Je sais pas, en vrai. Mais alors oui, pareil, c'est même encore plus frais qu'Amélie finalement. Enfin, vous vous réchauffez encore un peu plus avec Apôtre, peut-être. D'accord. On peut Euh, trouver un lien un peu lointain. c'est c'est péjoratif, apotropaïque? Non. Non, Non, c'est c'est pas plutôt bien. péjoratif. C'est cool alors. Sauf éventuellement pour une personne. Pour dire d'une personne qu'elle est apotropaïque, ça Ah. peut être péjoratif. Mais en soi, Mm. ça ne l'est pas, c'est neutre. Mais ça pourrait être vu comme. Oui, c'est quelque chose de apotropaïque, c'est euh, mignon, enfin pas mignon, mais genre doux, kawaii, enfin ce côté-là un peu. Non. Non, pas du tout. Quel type d'objet peut être apotropaïque? Tous les objets peuvent être apotropaïques? Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est un truc avec l'instabilité? Avec l'instabilité. Oui, parce que si un objet peut être apotropaïque et que ça peut être un peu chaotique, peut-être que c'est le fait que le meuble il peut se casser ou il est fragile. Ok, je vois ton raisonnement, mais non. En fait, Mm. ce qui me plaisait dans ton mot chaotique, c'est parce que ça introduisait une idée de mal. Oui, Prenons Rien à chaos voir dans ce avec les sens, trucs pour ranger les choses. dans le sens le mal. Non, le Oui, mal. le mal. Euh, du coup, dans ce sens-là, ça peut avoir un lien avec le mot. C'est pour ça qu'avec apôtre, oui, oui, apôtre, tout à fait, Mister Vava, c'est un lien. Oui, oui, apôtre, c'est un mot grec. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que le préfixe apo va pas forcément beaucoup t'aider pour. Enfin, en fait, il a le sens qu'il a pour apotropaïque, c'est pas vraiment le sens qu'il a pour apôtre. Parce que comme je vous ai dit, les préfixes grecs peuvent avoir plein de significatif. significations différentes. Donc Et donc, apotropaïque. ça n'a pas de rapport avec quelque chose qui suit quelque chose d'autre. Non. Est-ce que Par il contre, faut. Est-ce que pour par qu'un contre, c'est objet bien. soit. Ouais, vas-y. Par contre, c'est bien quelque chose qui va être lié à autre chose. Mm. Et c'est là où vous allez retrouver peut-être ce qu'Amélie disait. Tu disais, Andreas? Est-ce que un objet dans sa vie, entre guillemets, d'objet, est forcément à un moment apotropaïque? Ou est-ce qu'il Non. faut exercer quelque chose sur cet objet ou le mettre dans un état particulier pour qu'il le soit? Oui. Est-ce que c'est le fait qu'une personne peut être toujours négative ou s'apitoyer à chaque fois et être dans le mal? Non. Est-ce que c'est quelque chose genre... alors moi j'étais sur les objets, mais là je repars sur les personnes. Genre comme une instabilité, comme plus une sorte de... Un côté un peu mal à l'aise, mais bénéfique. Pas le mal à l'aise qui te met mal, le mal à l'aise qui te met plutôt bien Alors, dans... cherchez plutôt du côté des objets. Je pense que tu brûles plus du côté des objets. Ça sera Ok. plus simple. Mm. Et quant à ce que tu viens de dire, non. Et Monsieur Vava, oui, on commence à s'approcher là. Un objet qui déstabilise un autre objet, bah, ça me plaît déjà, c'est un peu mieux. Alors, effectivement, un objet qui est apotropaïque, c'est un objet qui va exercer quelque chose sur un autre objet. Je peux pas vous en dire. Ah. Donc pour qu'un objet soit apotropaïque, il faut qu'on le Alors, pose sur quelque chose. pas sur un autre objet, mais sur quelque chose. Donc c'est la fragilité en fait. Non. Est-ce que par exemple, si tu poses un objet sur quelque chose d'instable, par exemple de l'eau ou assimilé très liquide, il devient apotropaïque parce qu'il devient... Non. Non. Ok. Et je Bon. dirais même que pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, Andreas, quand tu disais qu'il fallait appliquer quelque chose à un objet pour qu'il devienne apotropaïque, je dirais que ça dépend même ça dépendra juste de ta croyance, en fait. Mm. Ah, c'est un peu comme laïque ou religieux, quoi. On s'approche. C'est pour ça que apôtre, ça me parlait aussi. Ok. Donc un objet apotropaïque serait un objet saint, par exemple, un objet béni. Ouais, ouais. Un objet sur Mais lequel on alors, aurait mis de l'eau bénite. de manière plus littérale, un objet apotropaïque, qu'est-ce que tu entends en disant qu'il est béni? Bah, qui a un bénisseur, un bénitio, enfin, peut-être Benicio Non, del mais c'est Toro quoi qui son vient et action s'il est qui... béni? Bah, c'est une icône, c'est une relique.
Il protège. Plus compliqué. Non, Enfin, plus dans simple le que côté ça, en fait. protège. Oui. Ah, j'aurais dû parler plus fort. Ouais, T'aurais dû parler de. plus fort. Ah, pardon. Ah ouais, non, je t'ai pas entendu du coup. Du coup, apotropaïque, c'est Alors. un objet Ouais. qui protège les autres objets ou les personnes à proximité. Ouais. Mais qui protège de quoi? Du mal. De la Oui. tristesse. Du mal. Apotropaïque se dit d'un objet, ou aussi d'une formule, éventuellement, qui sert à détourner vers quelqu'un d'autre les influences maléfiques. C'est la définition du Larousse. Hmm. Donc, apotropaïque, ça vient de apotropaio... je recommence. De apotropaipos, qui vient de apotropein, détourner. Donc, le verbe, c'est Ok. apotropein, détourner, qui vient donc du préfixe, enfin, qui est composé du préfixe apo, qui veut dire repousser, s'opposer. Alors, apostrophe, du coup, ça serait repousser. C'est la petite barre qui permet de repousser l'autre partie du mot. Et de trope. Alors, trope, le problème, c'est que c'est pareil, c'est un mot grec qui a 1000 significations. Ça peut vouloir dire tour, ça peut vouloir dire manière, changement, attitude. Un trope, c'est aussi, c'est aussi une manière de. Comment dire? C'est un objet littéraire qu'on va utiliser dans un plaidoyer en éloquence, par exemple. Mhm. Donc, est-ce que vous avez des objets, des objets apotropaïques, vous? Est-ce que toi, Mister Vava, tu en as un objet apotropaïque, un objet, un gris-gris, quoi, en fait, un porte-bonheur, si vous préférez? Alors, dans les voitures, on a comment il s'appelle Oui. Je sais La plus quel médaille de saint c'est. Saint-Christophe. Saint-Christophe, voilà, exactement. Parce que Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs et des marchands. On a alors Amélie qui me marche sur le câble de mon. Voilà, Et toi, Amélie, tu en as ou tu connais des Non, objets je pense que apotropaïques? petite, c'est plutôt l'attachement à un objet dans lequel j'avais envie qu'il me fasse du bonheur ou qu'il me porte chance, mais j'en ai pas eu en fait. Mais du coup, bah oui, mais du coup, c'était quoi cet objet dans lequel tu mettais des Qu'est-ce que ça pouvoirs? pouvait être? Les colliers que ma grand-mère me donnait, ou voilà, des trucs comme ça en fait. Les trucs, je pense que c'est plutôt de l'attachement au niveau de la famille plutôt que le porte-chance. Et c'est là où on rejoint l'idée d'Andreas tout à l'heure de reliques, d'objets un peu bénis. Ouais. C'est pour ça que je trouvais que c'était assez juste, parce que finalement, des objets apotropaïques, ça peut être des sortes de reliques qui permettent de détourner le mauvais œil. Alors, dans les exemples, je peux vous en donner quelques-uns. Mister Vava, toi, si tu en as, n'hésite pas à nous en donner aussi, même Il a si rien tu de n'en tout ça, il a possèdes dit. pas. Oui, mais même si tu n'en possèdes pas, peut-être que tu connais des exemples. des objets ou des formules apotropaïques. Alors, par exemple, donc la médaille de Saint-Christophe, tu l'as dit, Andreas, mais aussi au Moyen-Âge, on pouvait clouer une chouette au mur ou à la porte de quelqu'un pour détourner le mauvais œil vers lui. Enfin, moi, demain, je vois qu'il y a quelqu'un qui a cloué une chouette au-dessus de ma porte. Je fais putain, fais chier quand même, quoi. Justement, tu t'inquiètes. Ouais, non, mais c'est pas cool. Ne faites pas ça chez vous. Ça ne fait clouez pas plus des mafieux que. Non, mais c'est pour pas que t'aies de mal choses. chouettes. Ouais. Du coup, non, mais là, du coup, la chouette, ça serait pour détourner le mauvais œil vers quelqu'un. Donc, si tu la cloues chez lui, ça veut dire que le mauvais œil va venir chez lui. Ah, oui, d'accord. Ah non, attends, non, Ah, la non. chouette, comme c'est comme c'est un démon, enfin, comme les chats, quoi, bah, du coup, si tu la cloues chez toi, ça fait peur aux démons, donc ils ne viennent pas chez toi. D'accord. Donc, il y a toutes sortes d'amulettes aussi. Donc, c'est là où on rejoint un peu l'idée des colliers, des choses comme ça. Faut savoir que dans beaucoup de religions païennes, certains objets liés aux anciens, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, aux ancêtres, en fait, étaient bénis, enfin, étaient priés autant même que les dieux comme Jupiter ou Mars ou Zeus. Voilà, les Romains avaient tous chez eux un petit autel avec un gris-gris qui représentait un ancêtre, quoi. Mister Vava qui dit en même temps, si t'as une chouette crevée clouée sur ta porte, ça fait fuir n'importe qui. C'est pas faux. Alors, la question, c'est est-ce que ça fait fuir ton livreur Uber Eats ou Deliveroo? Parce que c'est con.
ou même le facteur. Du coup, donc voilà pour les objets apotropaïques. On a aussi la main de Fatma, Très connu. qu'on porte souvent en collier d'ailleurs. Il y a aussi le fer à cheval. Ah oui, bah oui. Et il y a Le fer à pas, La cheval. patte de lapin. La patte de lapin, ouais. il y a pas aussi Et alors, l'espèce d'œil bleu là, souvent qu'on voit dans les bracelets. oui, ouais, ouais, exact. Bah, c'est le troisième œil en fait. Tout ce qui va être pierre aussi, toutes les attraits qu'on donne aux pierres, ça compte comme de l'apotropatie? Oui, ça compte comme de l'apotropaïsme. Si Païsme. certaines ont des vertus pour éloigner le mal, oui. Alors là, j'en ai pas en tête des pierres qui éloignent le mal, mais Mais après, il me semble que les pierres, c'est plus une question de. ah, c'est plus une question de C'est pas renforcer tant de la l'énergie. croyance, c'est au niveau des énergies, c'est pas. Oui, mais ça reste une croyance. Ouais, ouais. Je sais pas si c'était considéré comme croyance ou comme quelque chose que telle matière apportait tel bienfait en fait. Ça reste une Jusqu'où croyance de penser qu'un on. caillou te donne plus de force ou te permet de moins tomber malade. Après, c'est pas religieux, mais ça reste. Hmm. C'est comme il y a des gens, tu sais, ils veulent pas que tu leur donnes le sel quand t'es à la table. Mm. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ou le vin à l'envers. Mais on s'engueule après quand on se donne le sel de main à main. Bon alors, je voulais juste vous donner quelques exemples un peu rigolos parce que dans l'Antiquité, dans les objets apotropaïques, on retrouvait par exemple la tête peinte de Méduse. Vous savez, la gorgone qui a été tuée par Persée. Donc les gorgones, vous savez, c'est ces femmes avec des cheveux serpents dont le regard tue ou change en statue. Donc sur les boucliers ou les cuirasses des légionnaires romains, on pouvait peindre, ou même des Grecs d'ailleurs, on pouvait peindre une tête de Méduse, par exemple. C'était censé éloigner le mauvais œil et donc potentiellement le renvoyer sur les ennemis d'en face. Mais aussi dans les choses un peu plus rigolotes, alors il y a toutes sortes de plantes, je vous épargne les plantes, mais il y a par exemple, quand on croise une personne épileptique, on crache. D'accord. Voilà. Ça pourrait être dans tes jeux, tu vois. C'est Ouais, tellement. bah ouais, ouais. On Voilà, crache sur elle? Non, on crache par terre quand on Ah la oui, croise. j'ai eu un peu peur. Est-ce que c'est pas très gentil sinon? Mais aussi, on trouve toutes sortes de représentations avec des phallus, voilà, qui sont censés nous protéger du mauvais œil et le renvoyer vers les autres. Merveilleux phallus apotropaïque. Ah, ce fut fort intéressant, l'apotropathisme, ce que tu nous as dit. C'était très... Non, puis quand même, on arrive à finir l'émission en ayant dit phallus quand même, et ça c'est bien. Oui. Ça c'est beau, c'est quelque part, il faut... à Pompéi, il y a des phallus dans toutes les boutiques souvenirs. Exactement. Et quand même. c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs justement dans l'article que je lisais, c'était vis-à-vis de Pompéi justement où on nous montrait, il y avait des photos de mosaïques avec des beaux phallus représentés, voilà, qui sont censés éloigner le mauvais œil. Sauf que finalement à Pompéi ça a pas trop bien marché finalement, vu que bon ils sont tous. Ah, c'est... Voilà. ouais. C'est triste, Comme mais c'est quoi. comme ça. Bah merci pour ce mot de la fin. Merci d'ailleurs pour toute l'émission aussi, parce qu'il n'y a pas eu que le mot de la fin, il y a eu les chroniques, il y a eu tous les jeux qu'on a fait. Merci à toi Maxime, merci à toi Amélie pour cette émission et à toutes les personnes qui ont participé dans le chat et qui nous écoutent aussi en replay, en podcast audio sur à peu près n'importe quelle plateforme de podcast. On est disponible à Culturellement Vôtre. On est aussi disponible du coup sur YouTube, sur Twitch pendant quelques jours, 15 jours je crois, en replay. Donc n'hésitez pas à revoir, à partager l'émission si ça vous a plu, et à revenir pour voir les autres émissions de Culturellement Vôtre. Pas la semaine prochaine, mais dès la semaine d'après. On reviendra du coup dans 2 semaines. Et en attendant, on vous conseille aussi demain d'aller voir l'émission du Clap au Clic, animée par Xavier, qui est sur Colibré, une émission où on parle de cinéma. Donc c'est l'occasion pour tous les cinéphiles et les non-cinéphiles qui veulent aussi s'initier au cinéma de pouvoir parler en bonne compagnie. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'était sympa. Merci à vous deux. Et merci Mister Vava qui visiblement est parti dessiner des phallus sur ses murs pour se protéger du mauvais œil.
C'est très important de se protéger du mauvais œil, peu importe la manière Oui. dont on le fait. Merci à Exactement. tous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Culturellement Vôtre. Et en attendant, n'hésitez pas à consommer de la culture. Allez, ciao. Bisous. Sans modération. Eh oui. Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre. Tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi. Brrrah !